J'aimerais accueillir Monsieur Mouloud Bey, qui vient de la société SAS, mais en particulier, j'aimerais tout particulièrement et très chaleureusement remercier Madame Ariane Liger Belair Swifi, sans qui cet événement n'aurait probablement pas eu lieu, parce qu'elle fait partie des personnes qui ont dit oui tout de suite. C'est très très difficile de convaincre des personnes quand on est une start-up. C'est très difficile d'expliquer qu'on veut faire quelque chose pour la première fois. C'est très difficile de prouver qu'on veut être robuste, ambitieux et qu'on est suffisamment solide. Et on ne peut pas le faire si on n'a pas des personnes qui nous croient. Donc merci beaucoup d'avoir cru en moi dès le début. Bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille chez SAS, qui est un des leaders des solutions de business analytics. Et chez SAS, je travaille sur les solutions innovantes, donc parmi lesquelles on trouve les big data, bien évidemment, le cloud computing. Et j'ai bien sûr la lourde tâche de conclure cette matinée. Je pense que vous avez tous très faim, mais je vais essayer quand même de dire quelques mots. Et en fait, en consultant le site web de la conférence, j'ai vu que DataJob 2013, c'était d'abord une promesse. Je cite... une promesse de rencontre entre des entreprises en quête de perles rares et des candidats à la recherche du job le plus sexy du XXIe siècle. Alors, je ne suis pas sûr de savoir où je me situe, dans les candidats ou dans les entreprises, mais en tout cas, je suis ouvert aux rencontres. Et la promesse est séduisante, en tout cas. Je vois qu'il y a dans la salle et sur le salon beaucoup de gens de la génération Y, la fameuse génération Y des digital natives. Les big data, c'est un sujet qui est très lié à la génération Y. La génération pourquoi Moi, je suis plutôt de la génération X, en fait, normalement, puisque ce sont les gens qui sont nés, grosso modo, entre la décolonisation et la chute du mur de Berlin, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, un sociologue anglais avait dit, il y a quelques années, que c'était une génération, la génération X, qui est un peu bizarre, qui avait des relations sexuelles avant le mariage, bizarre, qui ne croit pas en Dieu, qui n'aime pas la reine, on était en Angleterre, donc ça c'est intéressant, et qui ne respecte pas ses parents. Je ne suis pas sûr non plus de me retrouver dans la génération X. Alors, je ne sais pas, j'aurais tendance à penser que je suis de la génération XY, donc c'est typiquement masculin. Pour en revenir au sujet de la conférence, il y a une chose dont je suis certain en revanche, c'est que les big data, ça concerne toutes les générations, donc X, Y, et puis la future génération Z qui va bientôt arriver et qui est sur les bancs de l'école actuellement. Et en parlant de génération, on a beaucoup tweeté récemment sur un propos d'un prof de philo et d'économie qui s'appelle Dan Ariely, que je voudrais vous soumettre, parce qu'il disait de manière un peu provocatrice, vous avez sûrement lu ça sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, il disait « Les big data, c'est comme les relations sexuelles », je cite, c'était en anglais, mais j'ai essayé de traduire, c'est comme les relations sexuelles quand on est adolescent, tout le monde en parle, personne ne sait vraiment comment faire, mais on pense que ses copains l'ont déjà fait, et du coup, on prétend l'avoir déjà fait. Donc, chacun dans la salle pourra interpréter ses propos et se souvenir de ses jeunes années, ou pas. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'au-delà de cette boutade, il y a probablement des erreurs, parce que, à ce que je peux voir, il y a déjà dans la salle des gens qui pratiquent. Certains sont plus mûrs que d'autres, et il y a sûrement des choses à dire sur cette réflexion. En ce qui me concerne, je pense très clairement, et c'est mon avis personnel, il n'engage que moi, que nous sommes effectivement en pleine adolescence sur le sujet, voire pour certains, et c'est plus particulièrement le cas en France, encore que quand je vois ce qui se dit ici, on pourrait penser qu'on est en pleine prépuberté, mais je pense qu'on est en train de démarrer notre crise d'adolescence de manière assez sérieuse maintenant, et je pense qu'une conférence comme DataJob le montre bien. Et le comment faire, finalement, il dépend de vous, il dépend de nous, et il dépend des promesses de rencontres qu'on peut avoir, notamment sur ce genre de conférence. Pour être un peu plus sérieux, moi je pense que des adolescents, j'en observe depuis quelques années, et notamment aux États-Unis. Je travaille pour une société américaine et on regarde un petit peu ce qui se fait, bien sûr, à l'étranger. Et des adolescents, on en rencontre. J'ai rencontré Google qui a 15 ans, j'ai rencontré Amazon qui sort de l'adolescence, qui a 19 ans. J'ai rencontré Facebook qui a tout juste 9 ans, donc qui est dans la prime adolescence. Et puis un Apple qui a, du haut de ses 37 ans, réagit comme un gamin de 12 ans, parce que finalement, le premier iPod, il est né en 2001. Et finalement, Apple fait du reborning permanent avec ses produits. Et on est vraiment clairement sur un adolescent de 12 ans. Donc très clairement, ces gens, ces entreprises l'ont déjà fait.
Et ces entreprises, que certains appellent la bande de GAFA, hein, en prenant les initiales de chacune de ces entreprises, je préfère l'expression qu'avait utilisée Challenge il y a quelques mois, en les surnommant les 4 fantastiques. Eh bien, ils vivent dans un monde que la crise ignore. Donc ça, c'est important et c'est un fait avéré. J'y ajouterai un 5e larron qui est eBay, qui a tout juste 18 ans, donc qui est déjà un post-adolescent, mais en tout cas qui entre dans l'âge adulte. À titre d'illustration, à la fin du premier trimestre 2013, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais ces 5 acteurs représentaient en capitalisation pas loin de 1000 milliards de dollars. On était à 920 milliards de dollars à l'époque, pour un résultat qui est de l'ordre de 90 milliards de dollars, et du cash pour 120 milliards de dollars. Ce qui est important, c'est que si on compare avec les acteurs d'un secteur économique particulier, alors j'ai pris le secteur de la grande distribution, qui reste encore assez dynamique aux États-Unis. Si je prends les 5 grands acteurs de la distribution aux États-Unis, en reprenant les mêmes chiffres, donc 920 millions, j'ai 500 millions de dollars de capitalisation pour les 5 plus gros acteurs de la distribution, 62 milliards de résultats et seulement 20 milliards de cash. Donc on se rend compte que les acteurs de l'économie traditionnelle sont carrément dépassés par ces phénomènes-là. Et si on compare les taux de croissance sur les 5 dernières années, on a 335% d'un côté, 27% de l'autre. Donc ce n'est pas pour mettre une emphase spécifique sur ces acteurs, simplement pour illustrer le fait que, même s'il y a beaucoup à dire sur leur méthode, leur organisation, et je pense que certains s'étaleront notamment sur les aspects d'optimisation fiscale, et je n'irai pas sur ce terrain, mais donc, sans forcément en faire des modèles de vertu et de vertu économique, je retiendrai juste 3 points. Le premier, c'est que ce sont des entreprises qui ont inventé de nouveaux modèles business. Apple sur le marché de la musique, par exemple. Amazon sur le marché du livre. Facebook, Google sur le marché de je ne sais pas quoi, mais sur le marché de vos données personnelles. Et là, on entre en plein dans le vif du sujet, le sujet des big data. Vous connaissez sans doute la formule, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et donc finalement, Google, Amazon vendent vos données personnelles et ça, c'est avéré. Plus exactement, le point est qu'au-delà d'inventer des business models, ces entreprises ont aussi créé des modèles qui relèvent d'une certaine forme de contestabilité. Alors, je dis contestabilité plutôt que concurrence. Pourquoi ? Parce que ces acteurs se sont révélés être des contestataires dans des marchés sur lesquels on ne les attendait pas, en créant de nouveaux marchés, en créant de nouveaux modèles économiques et en contestant surtout la légitimité de certains acteurs traditionnels, par exemple Apple sur le marché de la musique, par exemple Amazon sur le marché du livre. Et donc on est très clairement dans des logiques qui sont des logiques disruptives, voire destructrices dans certains cas, hein, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais aussi, surtout, le fait qu'entre-temps, ces modèles évoluent. Donc Amazon était sur le marché du livre, mais aujourd'hui touche au multimédia, touche aux médias, Apple touche à la formation, Google, eBay touche au paiement mobile avec PayPal, et donc au paiement Internet avec PayPal. Et donc on est dans des logiques où ces entreprises viennent contester la légitimité d'acteurs traditionnels sur leur terrain, qui sont la distribution, qui sont l'assurance. Google a racheté un comparateur d'assurance, qui sont l'édition, les voyages, les médias. Et donc, sur un certain nombre de secteurs, ces acteurs viennent imposer, ou en tout cas proposer, des modèles complètement disruptifs. Et ça, c'est vraiment la logique que je retiendrai. On n'est pas dans des logiques de concurrence, mais de contestation, de contestabilité. Une partie de ces modèles, d'ailleurs, de ces modèles économiques, repose sur les nouvelles technologies, mais aussi, surtout, sur les big data, et c'est bien le cœur de la conférence d'aujourd'hui. Et quand on dit les big data, bien évidemment, ce n'est pas les données en tant que telles, mais la valorisation de ces données qui compte, et en particulier la valorisation des données personnelles. Alors, en effet, si on considère que les données sont, alors je l'ai vu là aussi dans l'intitulé de la conférence, le nouvel or noir ou le nouveau pétrole du XXIe siècle, hein, c'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. En revanche, par rapport à d'autres matières premières, par rapport à d'autres facteurs de production, on peut considérer que la donnée a des caractéristiques intrinsèques qui sont très intéressantes. D'abord, elle peut être copiée quasiment à l'infini. Une donnée, ça se copie, ça se recopie, ça s'échange. Ça peut être distribué à un échelon global sans barrière douanière, c'est-à-dire qu'effectivement, une donnée personnelle française se retrouve sur des serveurs aux États-Unis sans que la moindre taxe ait été payée, sans que la moindre contrepartie ait été payée.
Donc on est dans une logique où finalement on échappe au modèle économique traditionnel. La donnée n'est pas détruite quand on l'utilise, contrairement au pétrole qui, lorsqu'il a brûlé, bien évidemment, il a été consommé et sa valeur a disparu. La donnée se régénère, voire s'amplifie, en tout cas sa valeur s'amplifie au fur et à mesure qu'elle est utilisée et consommée. Donc ça, c'est un point important. Et puis, elle se multiplie un peu par contagion. Quand vous combinez deux données, vous avez une nouvelle donnée. Les données d'origine restent utilisables, consommables, mais la nouvelle donnée a une autre valeur et un autre intérêt et permet de générer des opportunités différentes. Et quand je dis bien évidemment deux données, ça peut être 1000 données, 100 000 données, 10 000 données, un segment de consommateur, un segment client, et on a vraiment une valeur qui est importante. Alors, c'est d'autant plus criant pour les données individuelles, bien évidemment, on parle des données en général, qui ont de la valeur, mais les données individuelles ont encore plus de valeur. Chaque individu qui est un consommateur, un citoyen, un électeur, qui est un client dans certains cas, est différent par ses caractéristiques et la capacité qu'on a à le connaître de mieux en mieux est effectivement une valeur supplémentaire qu'on peut retirer. Selon bien évidemment l'engagement de chacun dans la vie numérique. Alors on est plus ou moins numérique, plus ou moins digital selon ce qu'on fait sur l'Internet en particulier. À titre indicatif, la vie personnelle, donc les données personnelles d'un individu, d'un Européen moyen, a été estimée par le Boston Consulting Group à environ $600. Donc ce qui est assez intéressant, ça donne une idée du potentiel. Bien évidemment, c'est un cliché. La valorisation de ces données peut donner des bénéfices encore supplémentaires. Et d'ailleurs, le marché de la donnée individuelle, le marché de la donnée personnelle est estimé par le Boston Consulting Group en 2020 à 330 milliards de dollars, ce qui est énorme uniquement sur le marché européen. Donc ça, c'est un point important. Alors bien évidemment, ce n'est pas la détention des données qui est importante, c'est l'usage qu'on en fait, c'est en particulier la capacité qu'on a grâce à des algorithmes sophistiqués, et Dieu sait que Google, Amazon, etc. en ont fait preuve, bien évidemment des algorithmes analytiques, des algorithmes mathématiques, qui permettent de transformer la donnée, de la valoriser, de la raffiner et d'en tirer une valeur supplémentaire. Alors, il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur les problèmes éthiques associés à ce genre de pratique. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais je suis prêt à en discuter avec chacun d'entre vous pendant la conférence, en particulier pendant le déjeuner. Mais je pense que c'est un sujet éminemment important. Et d'ailleurs, la Commission européenne est en train aujourd'hui de prendre des mesures liées à l'utilisation des données personnelles. Ça montre à quel point le sujet est sensible. Il est sensible aussi parce que c'est très clairement un facteur de croissance, c'est très clairement un facteur de risque d'intrusion dans la vie privée des individus. Alors, clairement, au-delà du GAFA, au-delà de ces 4 ou 5 acteurs majeurs, y a-t-il une vie? Eh bien oui, clairement, il y a une vie, il y a des entreprises qui innovent, il y a des entreprises qui, en utilisant des techniques similaires, en utilisant des pratiques similaires, eh bien, vont dans la ligne droite de ces symboles. Ces acteurs sont des symboles d'une époque. Et il y a une vie également pour les acteurs les plus traditionnels, les distributeurs, les banquiers, les assureurs. Il y a une vie big data qui, en utilisant les mêmes principes techniques, les mêmes méthodes, va permettre de générer des choses. Alors, ces impacts sont énormes, ils se traduisent pour les entreprises qui vont s'engager dans cette direction en termes de différenciation, d'innovation, en termes de transformation des modèles économiques. Je vous citerai par exemple en termes de différenciation l'expérience qu'on a d'une entreprise de la grande distribution, donc acteur traditionnel qui vend des produits dans des magasins, qui vend des robes roses de taille 36, qui vend des chaussures vertes de taille 40, et qui se pose la question de changer de manière disruptive son modèle économique. Donc un acteur de la grande distribution aux États-Unis, eh bien, pour changer, pour se différencier, peut utiliser des données. On a des expériences concrètes réussies avec certains, en adoptant des techniques innovantes, de l'analytique, en faisant ce qu'ont fait les compagnies aériennes depuis des années, en optimisant les prix, par exemple, des billets d'avion en fonction du taux de remplissage des avions. On est très clairement aujourd'hui dans la distribution, dans cette logique-là, de faire du prix à la journée, à la semaine, du prix différencié selon les articles, les produits, les magasins, les régions, en fonction des données dont on dispose et de la prévision de la demande. À titre indicatif, un Amazon change 4 ou 5 fois ses prix par jour. Et donc, un distributeur normal doit s'adapter et suivre ça. Et les big data permettent très clairement de faire ça, et on a des expériences réussies dans ce domaine-là.
En termes d'innovation, de création de modèles disruptifs, je citerai un autre exemple plus proche de nous, en Angleterre, où les 3 principaux opérateurs mobiles anglais se sont réunis pour partager leurs données dans une sorte de pot commun. Donc, ce sont des acteurs qui sont concurrents par ailleurs, mais qui, dans une logique de contestabilité, dans une logique de contestation, ont décidé de partager une partie de leurs informations clients pour les valoriser, de partager la localisation des individus, par exemple, pour les valoriser, dans une démarche innovante, alors à travers une joint venture, une start-up, qui leur permet de partager ça, avec l'accord de la Commission européenne et des autorités de surveillance de la concurrence européenne, et qui, du coup, permet de générer un tout nouveau business model sur la valorisation des informations personnelles des individus abonnés à leurs services mobiles, à la fois pour des problématiques d'advertising, donc de promotion, mais aussi et surtout, et c'est un point important, sur les problématiques de paiement mobile, puisque le marché du paiement mobile est estimé pour les 5 prochaines années à environ 617 milliards de dollars, ce qui est un marché énorme, sur lesquels vont d'ailleurs les acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Tous les acteurs sont en train de créer des portefeuilles mobiles, des wallets, des mobile wallets. Et très clairement, on est dans cet axe-là. Pourquoi on a une logique comme celle-là chez 3 opérateurs dont ce n'est pas le métier? Très clairement, c'est une logique de contestation qui consiste à ne pas se contenter d'être un acteur qui fournit de la bande passante, qui fournit des tuyaux de communication, mais être un acteur présent dans l'ère numérique, qui profite de la manne que ça peut représenter et qui, du coup, va vendre des services ajoutés, des services à valeur ajoutée basés sur les données. Donc, très clairement, on est dans une logique, pour moi, de contestabilité où des opérateurs vont être sur le marché du paiement mobile, donc entament la légitimité des banques, entament la légitimité des acteurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Or, bien évidemment, là, on a des exemples marketing, business. On pourrait rajouter des exemples moins mercantiles. On a des initiatives avec certains gouvernements, par exemple, autour de la santé publique. Par exemple, un programme sur le diabète et le suivi des populations diabétiques en Nouvelle-Zélande dans le temps, donc des cohortes de population diabétique, donc c'est environ 200 000 personnes en Nouvelle-Zélande qu'on suit à la fois pour des mesures de prévention, pour organiser les politiques de santé publique autour de cette maladie qui est un vrai problème en Nouvelle-Zélande, et surtout d'orienter les recherches, d'organiser des politiques de prévention, d'organiser des politiques de recherche appropriées. Alors, de la même manière, on travaille aux États-Unis sur d'autres problématiques. Par exemple, on a organisé un réseau de vétérinaires, le réseau de l'ensemble des vétérinaires sur le territoire américain, sur une logique de surveillance. Alors, une logique de surveillance d'agents biologiques comme l'anthrax, la peste, etc. Alors, vous allez me dire pourquoi on s'intéresse aux vétérinaires et pourquoi à ces maladies, anthrax et peste. Eh bien, tout simplement parce qu'en général, ce sont des maladies qui vont toucher d'abord les animaux. Et en cas d'attaque biologique, en cas d'attaque biochimique qui pourrait toucher l'homme, en l'occurrence, des actions de prévention menées chez les vétérinaires sur les animaux, donc sur une vaste population de patients, en l'occurrence des animaux, permettent d'anticiper des attaques terroristes liées à l'anthrax ou à d'autres maladies ou d'autres agents infectieux comme celui-là. Alors comment on arrive à ça ? Avec une forte dose de mathématiques, c'est notre métier, c'est notre savoir-faire, et il y a beaucoup de mathématiciens dans la salle, une forte dose de quantitatif, pour reprendre une expression qui a été utilisée, et surtout en multipliant les expériences, les approches expérimentales. Je pense qu'au cœur des big data, il y a une vraie logique d'expérimentation, une vraie logique de travail sur les données et des possibilités de simulation. L'innovation économique dans l'entreprise aujourd'hui ne peut plus seulement se réduire et provenir d'un manager qui est le plus haut salaire de l'entreprise et qui a autorité. C'est aussi, et c'est pour ça qu'on arrive à cette logique de data scientist aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les managers sont dépassés par les flux d'informations qui arrivent dans l'entreprise et qui circulent en dehors de l'entreprise, les médias sociaux, l'Internet des objets, etc. Ils sont dépassés. Donc très clairement, ils doivent intégrer au quotidien une logique d'apprentissage, une logique de travail sur les données qui est de nature fondamentalement différente et qui implique de nouvelles approches, des approches expérimentales, la possibilité d'expérimenter rapidement, de se tromper un peu, le moins possible bien évidemment, pour réussir beaucoup et pour réussir surtout autrement. Et derrière tout ça, il y a des technologies, il y a des mathématiques, il y a de l'analytique, il y a un certain nombre de choses que vous avez déjà évoquées dans cette conférence, mais il y a aussi de l'humain.
En Angleterre, on a mené une étude avec un centre de recherche économique qui a montré que potentiellement, au cours des 5 prochaines années, les big data allaient justifier 55 000 nouveaux jobs pour le territoire anglais. Et je pense qu'il est tout à fait comparable au territoire français. Le Gartner Group, autre étude, a estimé que les compétences informatiques, donc non limitées aux data scientists, nécessaires pour supporter ces projets big data, représenteraient à l'horizon 2020 plus de 4,5 millions de postes sur l'ensemble du monde. Ce sont des chiffres qui valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, ils montrent à quel point le phénomène est important. Et je terminerai avec le poste de data scientist lui-même qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui. C'est d'après une étude de McKinsey qui date de 2011, mais qui est encore d'actualité, c'est environ 200 000 data scientists qui manqueraient aux États-Unis. Vous transposez à la France, il nous en manque pas mal aussi, et ceci à l'horizon 2015. Ce sont des manques, ça veut dire que ça intègre les populations déjà occupées sur ces sujets-là. Donc le fameux data scientist dont on parle beaucoup, c'est en quelque sorte la nouvelle rockstar de l'ère numérique. Voilà, je suis ravi de l'apprendre. Personnellement, ça n'engage que moi. Je ne suis pas arc-bouté sur cette expression data scientist. Elle me semble un peu trop réductrice pour des jobs qui sont des jobs par nature hybrides. J'espère que je ne déborde pas, ça va. J'ai bientôt terminé. Parce qu'en fait, quand on regarde bien ces postes, ils justifient des compétences informatiques. Les technologies informatiques sont au sens large au cœur de ces problématiques. Alors, on parle de bases de données complexes, on parle de supercomputing, on parle de systèmes d'information, on parle d'algorithmes, on parle d'API, d'interfaces de programmation. Donc, il y a de l'informatique et beaucoup. Il y a aussi la culture des fonctions de l'entreprise, donc des métiers, marketing, risque, finance, etc., mais aussi celle des métiers de base de l'entreprise. Transport, médias, finances, etc., secteur public, de son écosystème, des partenaires, et puis surtout la connaissance des possibilités de fertilisation croisée, parce que moi je crois beaucoup à ces aspects-là, c'est qu'aujourd'hui les entreprises ne peuvent plus se replier sur elles-mêmes, elles doivent collaborer, éventuellement collaborer dans des secteurs croisés, et c'est toute une démarche culturelle de s'improviser leader du paiement mobile quand on n'est pas banquier, et qu'on est opérateur télécom. C'est une démarche culturelle différente. Certains la réussissent très bien, et notamment en Afrique, Orange travaille sur des problématiques de paiement, et ça viendra bien évidemment dans les logiques françaises. Bien évidemment, les compétences mathématiques, analytiques sont indispensables pour modéliser, décrire, expérimenter, simuler. Et puis, plutôt du côté soft skills, donc plutôt des compétences molles, je ne sais pas comment les appeler, en tout cas moins précises, des capacités importantes de collaboration, de communication, une curiosité indispensable, un goût pour l'expérimentation, et pourquoi pas un côté un petit peu hacker, un goût pour l'aventure, et ça c'est important. C'est tout à fait d'ailleurs le genre de qualité que nous essayons de développer avec Ariane dans le cadre de nos programmes de formation et aussi dans le cadre de nos relations académiques, puisque nous sommes très proches des universités, des écoles de commerce et des instituts de formation. Et puis nous avons notre propre programme de formation spécifique sur la compétence data. On appelle ça le Spring Campus. C'est une sorte d'université de printemps pour changer de l'été et de l'hiver, mais de printemps que nous organisons chaque année et qui nous permet de former un nombre limité de personnes, mais sur des compétences métiers, des compétences techniques, des compétences analytiques, par exemple la fraude ou le marketing. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, nous sommes en ce moment en phase finale de recrutement de candidats pour ce programme de formation qui est gratuit, mais bien évidemment très sélectif. Donc je vous encourage à aller voir mes collègues sur le stand pour en parler. Voilà, pour conclure, je dirais que les big data, ce n'est pas seulement une affaire de taille. Oubliez le mot big. Pour moi, c'est une question de relations, d'expériences multiples, de partenaires multiples. Alors vous allez voir, bien évidemment, où je veux en venir, mais je crois qu'on doit être capable aujourd'hui, dans l'entreprise, d'intégrer des gens qui ont qui sont capables d'établir des relations avec des partenaires, qui sont capables d'intégrer des données externes, et je pense que le rôle de l'open data est vraiment essentiel, qui sont capables également d'ouvrir les données de l'entreprise à l'extérieur, notamment grâce aux API, et ça c'est un vrai challenge, parce qu'on a tendance, quand on est dans une entreprise, à protéger ces données, à ne pas les partager. Je pense que l'enjeu de la monétisation des données en particulier, c'est de partager ces données avec le reste du monde, alors bien évidemment dans certaines conditions. Les partager, ça ne veut pas dire les offrir gracieusement, ça veut dire les vendre, entre guillemets, ou en tout cas les valoriser. Et le rôle des API dans cette mécanique-là est fondamental. Je
vous citerai pour conclure l'exemple de TomTom qui vendait des GPS il y a encore quelques années, 3-4 ans maintenant, qui aujourd'hui change son business model pour valoriser les données qu'ils accumulent, des données de localisation, des données de direction, de vitesse des individus qui utilisent leur GPS, mais qui les vendent et qui les ouvrent à l'extérieur sur la base d'API que vous pouvez consommer, acheter et que vous pouvez intégrer dans d'autres opportunités business. Et ça, c'est fondamental. Les big data vont amener à une logique de valorisation des données à travers les API. Voilà, j'ai terminé. Et je vous souhaite bon appétit. Alors, Monsieur D, je vais juste vous proposer de vous asseoir avec moi. Merci. 1 minute pour faire une petite séance de questions-réponses. Pas de problème. Il y a 2 choses que je voulais mettre en valeur. La première chose que je voulais mettre en valeur, c'est rappeler que ça, c'est avant tout un logiciel et c'est le premier logiciel de statistique et c'est un logiciel sur lequel toute une génération de personnes a été formée. Et les gens qui sont capables d'utiliser cette puissance de logiciel sont extrêmement performants en entreprise. Et aujourd'hui, on peut considérer que ça est présent vraiment dans tout le tissu industriel. Alors, français, international, vous nous direz à peu près quels sont les métiers qu'on peut faire quand on maîtrise SaaS, mais que être bon en SaaS et être certifié en SaaS, c'est l'ouverture aussi vers de nouveaux métiers. Oui, tout à fait. En fait, la data, c'est notre métier depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, en fait, on ne parlait pas de big data il y a encore quelques années, mais on a dû faire des big data comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et en pratique, pour nous, la data, c'est dans tous les métiers de l'entreprise, donc de l'industrie pharmaceutique jusqu'à la banque, l'assurance, en passant par la grande distribution. Pour tous les métiers de l'entreprise, bien évidemment, on travaille sur des problématiques de fraude, par exemple dans l'assurance, de fraude dans le secteur public. On travaille sur des problématiques de risque dans la banque et dans l'assurance. On travaille sur des problématiques marketing, bien évidemment, de connaissance client, de gestion de la relation client. Et donc, les big data pour nous, et d'ailleurs dans le programme de formation qu'on mène, on insiste sur cette double compétence, triple même, technique, informatique, analytique, statistique, et métier, puisqu'on a développé 2 métiers, la fraude et le marketing, comme métiers cibles particuliers sur cette année. J'ai souvent l'habitude de dire que les nouveaux métiers de la data, le big data, c'est une rupture technologique. Le mot rupture, ça suggère qu'on se débarrasse du passé, on fait table rase, on ne prend que des nouvelles technologies. On ne peut pas être un bon révolutionnaire si on ne maîtrise pas les technologies qui ont fait la preuve bien avant la rupture technologique, et ça en fait partie. Et j'aimerais en particulier vous faire parler de VA, qui est la couche de data visualisation de SaaS, qui est extrêmement performante, ultra, on va dire, moderne, et qui est, on va dire, plutôt inattendue, dans le sens où on a l'habitude de voir SaaS comme un pionnier de la data, alors que sur cette thématique-là, il est clairement moderniste. Tout à fait, effectivement, je n'étais pas là pour parler des produits et en tout cas pas faire la promotion des produits, mais effectivement, ce qui est important, c'est que quand on a des données, en général, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas par où commencer. Et le préalable, quand on a une grosse volumétrie, c'est sans doute d'explorer, de regarder, de sentir un petit peu la donnée, d'éventuellement de découvrir des liaisons inattendues entre certaines données, des corrélations, des liens. Et aujourd'hui, la data visualisation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est devenue, on va dire, une des premières étapes de l'exploration des big data et de l'utilisation des big data, avant les phases de modélisation qui vont en découler, bien évidemment, qui font aussi partie de notre savoir-faire. Alors juste pour conclure, on va parler très rapidement du Spring Campus. Rappelez-nous juste quelles sont les conditions pour pouvoir en faire partie, en sachant que c'est un programme qui est extrêmement prestigieux, je crois qu'il est certifiant, et qu'une des valeurs ajoutées les plus fortes de ce programme-là, c'est l'assurance d'avoir des jobs de rêve en entreprise sur la plateforme SaaS, mais sur des compétences métiers extrêmement poussées. Oui, je vais peut-être laisser la parole à Ariane, dans ce cas-là, qui s'exprimera probablement beaucoup mieux que moi sur le sujet. Bon, alors merci beaucoup, Monsieur D. Et merci. Merci beaucoup, Ariane, de venir vous exprimer à ce sujet.